Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi, président de Campagne Québec Vie. Bienvenue à l'émission Pro-Vie. C'est une émission qui cherche à équiper toute personne de bonne volonté pour construire une société chrétienne qui défende la foi, la famille et la vie, de la conception à la mort naturelle. Aujourd'hui, puisque nous sommes au mois de juin et que le monde nous dit que c'est le mois de la fierté, donc de la fierté gay, lesbienne, bisexuelle, transgenre, etc. Mais qu'en réalité, c'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus, donc le mois de l'humilité, de l'obéissance au Dieu fait homme qui s'est incarné et qui est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés, dont le péché de l'orgueil qui est à la racine de la chute de Satan. Donc, je vais confronter aujourd'hui ces deux points de vue fondamentaux. D'un côté, c'est la fierté, l'orgueil qui fait en sorte que l'homme s'érige en tant que Dieu et l'humilité du Dieu incarné, du Dieu qui se fait homme. Donc, on a d'une part l'idéologie de l'homme qui se fait Dieu, l'idéologie contemporaine, et celle où Dieu se fait homme, l'incarnation, l'humilité, le service. Donc, dans cet esprit, je voulais vous présenter aujourd'hui des arguments rationnels contre les actes homosexuels. Alors, plusieurs de nos contemporains sont en effet des personnes qui n'ont aucun contact avec la foi chrétienne et qui ne comprennent pas la foi, pensent que c'est une superstition parmi d'autres, et donc ils balaient tous les arguments basés sur la foi du revers de la main. Et donc, j'ai cru, aujourd'hui, vous présenter des arguments, je dirais, métaphysiques ou philosophiques contre les actes homosexuels, pour démontrer qu'ils sont mauvais pour les gens qui les commettent. Et souvent, je vois des articles contre l'homosexualité dans diverses publications, je dirais, à coloration chrétienne, des articles qui se veulent scientifiques ou rigoureux au niveau intellectuel, mais qui sont déficients, d'une grande déficience, je dirais, philosophique. Et donc, j'aimerais compenser ou rectifier le tir par rapport à ces choses-là, en vous présentant aujourd'hui non mes arguments personnels, mais ceux de la tradition aristotélicienne ou thomiste. Et je dirais le porte-parole le plus capable de cette tradition philosophique est M. Edward Feser, que vous voyez à votre écran, là, en bas à droite de votre écran. Donc, Edward Feser est un professeur de philosophie dans une université en Californie, présentement, père de 6 enfants, un catholique. Et il a rédigé plusieurs livres, dont La dernière superstition, que nous avons traduit ici à Campagne Québec Vie. Donc, c'est un livre contre l'athéisme contemporain de Christopher Hitchens, Dawkins et compagnie, Daniel Dennett, Sam Harris. Et donc, ce livre part justement de l'ancienne philosophie grecque jusqu'à nos jours pour montrer que l'athéisme contemporain s'appuie sur des présupposés, des préjugés scientistes, c'est-à-dire qui oublient l'héritage culturel de l'Occident et qui commet des erreurs grossières en termes de réflexion philosophique. Donc, ce livre-là, naturellement, on le recommande très, très fortement. Mais aujourd'hui, pour l'argument contre l'homosexualité, je me suis basé sur ce livre-ci, encore d'Edward Feser. Et c'est un chapitre qui s'intitule « In Defense of the Perverted Faculty Argument ». Puis c'est un chapitre très long. Et j'ai voulu résumer cela et le faire en français, évidemment, pour vous. Et j'ai écrit un article
et que je vais maintenant vous passer en revue cet article qui n'est pas très long, mais avec mes explications, je pense qu'on en aura pour à peu près 1 heure environ. J'espère ne pas faire ça trop long, mais si vous écoutez à la maison ou en voiture, j'espère que vous pourrez finalement entendre un argument rigoureux contre l'homosexualité qui ne parle pas d'enfer ni de choses de la foi, bien que ces choses-là soient très importantes et on en reparlera, si pas aujourd'hui, dans d'autres émissions. Je ne veux pas dire que la foi n'est pas nécessaire ou que la foi n'est pas utile. Au contraire, ça aide les gens à vraiment garder le cap et à les maintenir dans la raison également. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous montrer que les arguments contre l'homosexualité sont des arguments de raison, soi-disant purs, et qu'on n'a pas besoin de parler d'enfer ou des commandements que Moïse a apportés au peuple hébreu, les 10 commandements. On n'a pas besoin de parler de cela en parlant de la malice, de l'homosexualité, des actes homosexuels. Alors, sans plus tarder, je voulais vous montrer cet article. Alors, le titre de l'article, c'est « Les actes homosexuels sont mauvais car contre nature » et leur acceptation mène au déni de la morale et de la raison. Alors, voilà vraiment l'affirmation que je dois prouver, c'est « Les actes homosexuels sont mauvais car contre nature ». Ils sont mauvais en tant que tels. Et leur acceptation, si on nie qu'ils sont mauvais et contre nature, on finit par nier la morale au complet et la raison elle-même. Et c'est ça que je vais démontrer avec cet argument-là. Alors, regardons brièvement ce que les gens normalement disent quand ils veulent argumenter contre l'homosexualité, c'est que normalement, l'approche utilisée, c'est qu'on énumère les torts pour la santé physique ou mentale de la pratique homosexuelle. Alors, on cite des études qui montrent que les homosexuels auraient plus de cancer dans différentes parties du corps qu'ils tendent à utiliser plus que d'autres. Alors, c'est une façon d'argumenter que le style de vie homosexuel est malsain. Ou il y a aussi des articles qui démontrent un taux de suicide plus élevé chez les homosexuels, par exemple. On pourrait même aussi citer les activistes homosexuels eux-mêmes. Par exemple, il y a quelques années, Gans Hellquist, qui est un ancien directeur général de la Canadian Rainbow Health, un important groupe d'activistes homosexuels au Canada, a déclaré à Extra, c'est un journal gay du Canada, là, que les homosexuels avaient l'un des états de santé les plus médiocres au pays. Les problèmes de santé qui affectent les Canadiens homosexuels incluent une espérance de vie inférieure à celle du Canadien moyen, des suicides, des taux plus élevés de toxicomanie, de dépression, d'accès inadéquat aux soins et de VIH-Sida. Il a conclu, donc c'est encore cet activiste qui est décédé en passant, il y a quelques années, il a conclu « Une grande partie des décès qui se produisent dans notre communauté sont cachés, nous ne les voyons pas. Ceux d'entre nous qui travaillent sur les lignes de front les voient et je suis tanné de voir mourir ma communauté. » Donc, c'est clair que le style de vie homosexuel n'est pas nécessairement bon pour la santé physique ni la santé psychologique. Alors, plusieurs homosexuels, dans ce cas-là, se retournent et ils disent, mais justement, la raison pour laquelle les homosexuels ont une moins bonne santé, c'est qu'ils sont marginalisés. Il y a de l'homophobie et cette homophobie systématique
les rend moins en santé, ils se sentent moins aimés, ils se sentent isolés, donc ils s'adonnent à des pratiques mauvaises pour leur santé psychologique et physique. Par contre, même cela a été contredit par une étude faite en Hollande. Alors la Hollande, c'est un pays extrêmement tolérant envers les homosexuels. Ça fait depuis 1818 qu'ils ont permis l'homosexualité dans leur pays. Donc, le pays probablement le plus tolérant. Et dans ce pays-là également, selon une étude, si on regarde ici, néerlandaise, publiée en 2006, démontre que les participants gays et lesbiennes à cette étude ont signalé plus de symptômes de santé mentale aigus que les personnes hétérosexuelles et leur santé mentale en général était également plus mauvaise. Les personnes gays lesbiennes ont plus fréquemment signalé des symptômes de problèmes physiques aigus et des affections chroniques que les hétérosexuels. Donc, ça semble, au moins, il existe une corrélation forte entre le fait d'être homosexuel et le fait d'être en mauvaise santé, à comparer à la population en général. Et là, dans cette étude-là, ils ne se sont pas aventurés pour dire pourquoi il y avait cette différence, bien qu'ils ont laissé ouvert la possibilité que ce soit le style de vie lui-même qui mène à une mauvaise santé, soit par l'activité homosexuelle qui endommage certains organes, ou bien par le fait que quand un humain fait quelque chose contre nature, il devient triste par le fait même. Alors, donc, voilà que pour ces études empiriques. Par contre, moi je dis que ces arguments ne sont pas décisifs. Les arguments qui disent l'homosexualité est mauvaise parce que ça ne donne pas une bonne santé, pour moi, personnellement, ce n'est pas décisif. Ça ne me convainc pas à 100%, puisque il y a plusieurs bonnes choses que nous puissions faire, des bons styles de vie, qui pourraient aussi mener à une mauvaise santé physique et psychologique. Par exemple, pour prendre un exemple évident et extrême, la sainteté. Si on parle de Saint François d'Assise, c'est une personne d'une sainteté irréprochable, ami de tous, il se sacrifiait, il se donnait, et finalement, il est mort à 44 ans. Il est mort parce qu'il s'était mortifié, c'est-à-dire privé de toutes sortes de choses. Il s'est exposé au froid, aux intempéries, il n'était pas nu-pied tout le temps. Et donc, cette sorte de personne-là, bien qu'elle fût sainte, n'était pas en santé et aussi probablement avait des terribles difficultés psychologiques, c'est-à-dire de la tristesse, des difficultés de toutes sortes. Oui, la joie était profonde, mais au tout profond de son être, mais dans sa vie, je dirais, quotidienne, c'est la douleur, c'est le renoncement. Et donc, il n'y a pas là ce qu'on pourrait mesurer aujourd'hui avec nos outils, je dirais empiriques, des indications d'une bonne santé physique, ni une bonne santé psychologique nécessairement, bien qu'il était joyeux, c'est vrai. On peut aussi prendre même notre Seigneur Jésus-Christ, qui a mené une vie sans péché, parfaite, mais qui est mort à 33 ans. Donc la santé n'était pas éclatante, là. Il s'est exposé à la mort. Donc, ce style de vie, on pourrait dire, n'est pas bon puisque ça mène à la mort. Mais c'est complètement fou. Non, au contraire, c'est un style de vie, entre guillemets, exemplaire, bien qu'il mène à la mort. Donc voilà pourquoi je dirais que quand on argumente pour dire que le style de vie homosexuel est mauvais parce qu'il mène à la mort, il mène à une mauvaise santé, c'est pas décisif pour moi parce que la sainteté souvent mène au martyre ou à la mortification et très souvent une mauvaise santé. Donc, il doit y avoir d'autres arguments contre
l'homosexualité, des arguments qui démontrent que l'homosexualité est mauvais en soi, que l'acte lui-même, de par sa nature, est mauvais en soi. Et c'est ça que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, pour comprendre par contre ce type d'argument, il faut récupérer une tradition de pensée qui se nomme la pensée du droit naturel. Et c'est une pensée qui a été oubliée justement avec la modernité depuis, je dirais, René Descartes. Donc, au 15e siècle, 16e siècle, dans ces eaux-là. Donc, il faut récupérer une façon de penser qui a été perdue et, surprise, surprise, dès lors que cette façon de penser a été perdue, bien, soudainement, nous voyons arriver toutes sortes de dérapages au niveau des mœurs de la société. On voit que les gens commencent à avorter, à euthanasier, à se marier entre les hommes. Donc, je pense que cette perte de notion de droit naturel, et je vais le définir là, bientôt, le droit naturel, mais cette perte a contribué à la chute de notre civilisation occidentale. Donc, définition rapide de droit naturel. Le droit naturel fait référence à l'utilisation de la raison pour analyser la nature humaine afin d'en déduire des règles du comportement moral. Donc, avec la raison, on analyse la nature humaine et de là, on en déduit des règles du comportement moral. Voilà, en synthèse, ce que veut dire le droit naturel. Une analyse de la nature humaine, avec cela, on peut déduire des règles de comportement. Donc, ce concept de loi naturelle se retrouve dans la philosophie grecque antique, Socrate, Platon, Aristote. Ensuite, Cicéron pour la philosophie romaine. Ensuite, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avec certains épîtres de Saint Paul. Ensuite, au Moyen Âge, évidemment, qui ont repris ces traditions-là. Et ça a été perdu avec l'âge moderne, dit des Lumières, mais à partir de René Descartes, je dirais. Donc, tout ça a culminé avec saint Thomas d'Aquin. Donc, durant l'époque médiévale, c'est à ce moment-là où cette pensée-là a trouvé son apogée. Donc, la partie essentielle pour comprendre cette notion de droit naturel, et encore aujourd'hui, nous allons réfuter l'homosexualité ou prouver que l'homosexualité, les comportements homosexuels sont mauvais en soi. Donc, c'est avec cette notion de droit naturel que nous allons exposer et, d'une certaine manière, récupérer aujourd'hui. Donc, je propose d'évaluer la moralité de l'acte homosexuel en menant une analyse de la nature humaine et du système reproductif en particulier. Après cette analyse, je conclurai qu'il y a des règles selon lesquelles il ne faut pas s'accoupler de manière homosexuelle. Et donc, je conclurai que non seulement les actes homosexuels sont contre nature et mauvais, mais qu'une acceptation de ceux-ci mène au déni de l'existence de toute morale et de la raison elle-même. Donc, j'ai mis ici l'argument en point, en prémisse, numéroté 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et chaque prémisse est essentielle, c'est-à-dire que si une prémisse est erronée, bien là, tout l'argument tombe. Mais l'argument, normalement, doit fonctionner comme cela. On doit avancer des différentes propositions et chaque proposition est comme un édifice qu'on érige et finalement la conclusion, c'est comme le toit. Et si une des prémisses ou propositions antérieures est mauvaise, bien là, le tout s'effondre. Mais alors l'important, c'est que chaque prémisse, chaque proposition que l'on affirme soit vraie. Et la conclusion devrait
découler de toutes ces propositions-là. La conclusion, donc, devrait être vraie si les prémices, les propositions antérieures sont vraies. Bon, la première, c'est quoi un être vivant? Bien, on n'a pas à définir au complet ce que c'est qu'un être vivant, mais l'essentiel pour notre argument, c'est de savoir qu'un être vivant sont des ensembles organisés et chaque partie de l'organisme travaille pour le tout. C'est-à-dire que ma bouche, je m'en sers pour parler, mais quand je m'en sers aussi pour manger, c'est que c'est pas juste la bouche qui se nourrit elle-même, c'est pour le corps en entier que la bouche fonctionne. Et les yeux, ben, ça sert à voir, puis c'est pour conduire le corps en entier. C'est pas juste les yeux qui vivent par eux-mêmes, donc, et les oreilles de même. Alors, le cœur aussi bat non pour se faire vivre lui-même, mais pour faire vivre le corps en entier. Alors, chaque partie est une partie du tout, et chaque partie fonctionne pour le tout. Voilà ce que c'est que d'être un être humain intégré avec des parties, et chaque partie fonctionne pour le tout. Donc, les êtres vivants sont des ensembles organisés qui travaillent pour le tout. C'est la première chose sur laquelle il faut être d'accord. Chaque partie travaille pour le tout. Donc, deuxièmement, et maintenant on rentre un peu en philosophie ancienne, philosophie traditionnelle. Le tout, cet ensemble, quand on parle du tout, ou cette unité, on a un nom technique pour ça, c'est une forme, une essence ou une nature. Une forme, essence ou nature. Cette forme, c'est le principe organisateur de toutes ces parties. Alors, chaque humain, votre mère, votre père, vos sœurs, vos frères, vos tantes, chaque humain est différent parce qu'il y a la peau différente, les sourcils différents, etc. Mais ils ont tous une chose en commun, c'est la forme d'un être humain. La forme. Ce principe organisateur qui organise toutes ces parties-là en un tout cohérent. Donc, la forme, l'essence ou la nature, c'est le principe organisateur de la matière des gens. Les gens ont toutes sortes de choses. Ils peuvent avoir des caractéristiques différentes ou de la peau différente, un poids différent. Mais ils sont tous humains car ils ont tous la forme d'un être humain. Donc, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble. Ensuite, troisième point, ça c'est un argument qui va prouver que l'homosexualité, les actes homosexuels sont mauvais. Alors, le troisième point de l'argument, tout objet physique, les arbres, les chats, les humains, a une forme, essence ou nature, en vertu de laquelle il est ce qu'il est. Tout objet physique, donc les humains, les tasses de café, les brocheuses, les téléphones, OK? Ils ont tous des caractéristiques qui leur sont propres. Alors, cette tasse est blanche, il va y avoir une autre tasse qui va être noire, mais elles ont tous la forme d'une tasse ou l'essence d'une tasse. L'essentiel d'une tasse, c'est quoi? Ben, c'est que ça contienne un liquide et que ça peut être pris par un être humain pour le prendre et boire le contenu. Voilà l'essentiel d'une tasse, la définition d'une tasse. Et donc, la matière est organisée en fonction de cette essence. De même pour tous les autres objets fabriqués. Et les êtres vivants aussi ont ce genre de forme. Donc, un chat, c'est un chat parce que ça a la forme d'un chat, même si différents chats vont avoir différentes couleurs, poids, etc. Quatrième partie de l'argument, quatrième affirmation, cette forme ou nature, nous la distinguons de la matière. La chaise peut être faite de bois, mais ce n'est pas juste du bois. Une chaise, ce n'est pas juste du bois ou du plastique, bien évidemment, parce qu'il peut y avoir des chaises en bois et des chaises en plastique. Alors, on ne peut pas réduire l'idée de chaise à sa matière. On ne peut pas simplement dire les chaises, ce n'est que de la matière. Non, la chaise, c'est une forme
c'est-à-dire une nature de chaise, avec une certaine matière, bois, plastique, etc. Alors, chaque substance, chaque chose, ça peut être un humain, un objet comme un verre, a une forme et une matière. Et il faut distinguer entre les deux. On ne peut pas réduire tout à sa matière. Cinquième affirmation. De plus, sachant qu'un objet est une chaise, car elle a une forme d'une chaise, nous savons à quoi elle sert et de plus, nous avons un critère pour savoir si cette chaise est déformée ou non. Et voilà où on peut trouver les normes ou les règles. Il y a une règle, parce que si on sait que quelque chose est une chaise, si on dit, ben voilà une chaise, mais là on peut dire, ben regarde, si c'est censé être une chaise, mais c'est censé pouvoir faire quelque chose. Et si ça ne le fait pas, c'est une mauvaise chaise. C'est une chaise brisée. Alors, par exemple, si on prend, c'est-à-dire qu'on voit, au loin, on voit une chaise, on dit, regarde, prends la chaise, assoyons-nous. Et là, la personne s'assied, puis tombe par terre, puis on voit qu'une des pattes de la chaise est brisée. Bon, on va dire, c'est une mauvaise chaise, elle est brisée. Elle est cassée, cette chaise-là, c'est une mauvaise chaise. Alors, on a un critère, dans la tête, on a une idée de la forme, de l'essence, de la nature d'une chaise. Et lorsqu'on voit que quelque chose que nous croyons à être cette chose-là, lorsqu'on voit que, bon, c'est un candidat de chaise, prenons-la pour s'asseoir, puis ça ne fonctionne pas, on dit, ben c'est une mauvaise chaise. En effet, c'était une chaise, là, mais là, elle est cassée. Elle est cassée, cette chaise-là. C'est une mauvaise chaise. Donc, la forme nous donne un critère. Ou on pourrait dire, la forme donne une norme. La forme d'une chose donne une norme. Alors, pour prendre un autre exemple, on connaît ce que c'est un triangle. On a dans la tête l'image d'un triangle. Alors, c'est trois lignes droites sur une surface qui forment ensemble une forme, chaque coin ayant un angle, et les angles s'additionnant à 180 degrés. Voilà un triangle. C'est ça la norme. C'est la forme d'un triangle. Mais nous, on peut dessiner toutes sortes de triangles. Je peux en dessiner toutes sortes ici sur une petite feuille de papier ici. Puis là, on voit que ces triangles sont imparfaits. Ils sont un peu déformés. On voit qu'ils ne sont pas droits. Les lignes ne sont pas droites. Alors, on peut dire, bon, voilà des triangles, mais ils sont déformés. Alors, on peut critiquer mes triangles parce qu'on a dans sa tête la forme, l'idée d'un triangle. Alors, on voit bien que ce sont des triangles que j'ai dessinés, mais ils sont un peu déformés, mes triangles. Il y en a un que le bout n'arrive pas exactement dans un coin, l'autre, il y a une petite ligne croche. Alors, on voit que ce sont des triangles, mais on voit aussi qu'ils sont déformés. Alors, quand on a la forme de quelque chose dans sa tête, bon, une idée d'un lapin, une idée d'un chat, d'une vache, ou d'une brocheuse, ou d'une tasse, quand on a l'idée, et qu'ensuite on voit qu'il y a un problème. Ah, la tasse coule. Le lapin est très maigre et n'a pas l'air très en santé, ou la vache ne donne pas de lait. Alors on peut dire, ben, ça n'arrive pas à la forme de ce que devrait être une vache ou un lapin. On dira que ce lapin est en mauvaise santé. Cette vache est stérile ou a un problème. On dira que la brocheuse est brisée. Donc, lorsqu'on connaît la forme de quelque chose, et toutes les choses ont des formes, toutes les substances ont des formes. Alors, lorsqu'on connaît la forme, on a une norme. On peut critiquer, c'est-à-dire on peut objectivement dire quand la chose est selon sa forme et quand la chose n'arrive pas à son idéal ou n'arrive pas à sa forme ou agit contre sa forme d'une certaine manière.
Alors, pour résumer, donc, les choses ont des principes d'unité ou des formes, des essences ou des natures. C'est des synonymes pour dire la forme de quelque chose. Et ces formes nous donnent des normes. Alors, ces normes, on peut les appeler lois naturelles ou droits naturels. Voilà d'où vient cette expression loi naturelle. C'est que la nature d'une chose que nous constatons, donc il y a la nature d'une tasse, la nature d'un humain. Les choses ont des natures et ces natures ou ces formes nous donnent des normes. Voilà d'où vient l'expression loi naturelle ou droit naturel. C'est que les formes ou les natures des choses nous donnent des normes, des règlements. Alors, maintenant, après ce très court exposé de d'où vient l'idée de droit ou loi naturelle, nous allons montrer comment l'homosexualité, l'acte en soi, est mauvais. Alors, 8e affirmation dans mon argument, dans un organisme vivant, qui est, comme on a dit, composé de forme et de matière, lorsqu'un acte est volontaire, je ne dis pas quand quelqu'un fait quelque chose par accident ou tombe en trébuchant, mais quand un acte est volontaire, la partie qui agit au nom de l'ensemble. On ne dit pas « mes jambes marchent », mais c'est moi qui marche. Même si c'est juste mes jambes qui travaillent, c'est le tout qui assume, je dirais, la responsabilité de l'action. On ne dit pas ma bouche a mangé la pomme. Même si c'est juste la bouche, puis l'esophage qui fait le travail, là, puis peut-être l'estomac un peu plus tard, c'est pas « oh, ma bouche mange la pomme, tandis que moi, je fais autre chose ». Non, non, c'est que je mange la pomme et je peux aussi faire autre chose en même temps, mais c'est moi, Georges, qui mange la pomme, qui boit le café. Je dis pas « attendez, ma bouche doit boire ». Non, c'est quand c'est volontaire, quand c'est moi qui le veux, alors c'est tout. C'est moi au complet qui fait l'acte, qui est responsable de l'acte. Alors si je fais quelque chose de mauvais, volontairement, je ne peux pas ensuite me dissocier pour dire « Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon poing. C'est mon poing qui t'a frappé au visage. C'est pas moi. » Non, non, c'est ridicule. Si c'est par exprès, c'est toi. Si c'est par accident, si j'ai eu un spasme, puis vraiment mon bras a frappé quelqu'un par accident, c'était un spasme, alors là, je peux dire, c'est involontaire, c'est mon bras qui a fait ça par accident. Et donc, pardonnez-moi, mais ce n'était pas par exprès que je l'ai fait. Alors là, on peut dire, c'est pas un acte volontaire, donc on ne peut pas imputer la faute à la personne qui l'a commis. Mais quand c'est volontaire, c'est toute la personne qui est responsable. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais affirmer avec ça. Alors, ensuite, 9e affirmation. Quand on agit, c'est toujours l'exercice d'une capacité ou d'un pouvoir que nous avons. Par exemple, on agit avec notre pouvoir reproductif. On a la capacité de se reproduire. On a une capacité sexuelle et on peut la mettre en branle. On peut la faire marcher. Le pouvoir moteur, on peut se déplacer. Le pouvoir de réflexion, on peut réfléchir. Le pouvoir d'ingestion, on peut manger. On a la capacité de manger. Je peux boire, là, je dis, je veux boire un peu d'eau. Voici, j'ai une capacité d'ingestion d'eau, alors je le fais. Alors, l'action volontaire, c'est de mettre en branle une capacité que nous avons d'agir de différentes manières. Nous avons ces différentes capacités. Encore une fois, on peut les catégoriser pouvoir reproductif, pouvoir moteur, réflexion, ingestion, etc. Alors, ces capacités aussi ont, on pourrait dire, une forme. Elles ont une structure. Elles ont un but.
Elles ont un but. Chaque capacité a un but. Alors, manger, c'est pour nourrir, se nourrir. Voir, c'est pour s'orienter et trouver des choses utiles. La pensée sert à connaître les choses. Le sexe, c'est pour la reproduction. Alors, on va en parler des différentes fonctions, des différentes choses qui pourraient être reliées à un pouvoir ou une capacité. Mais parce que quand je dis le sexe est pour la reproduction, certains diront, ben non, c'est pour le plaisir. Mais je dirais, c'est comme manger. Tout le monde a du plaisir à manger, ou la plupart des gens ont du plaisir à manger s'ils ne sont pas malades, s'ils n'ont pas de maladie, d'anorexie, de boulimie, etc. Mais s'ils sont constitués normalement, ils prennent plaisir à manger, sauf que ce n'est pas la raison pour laquelle nous mangeons. Nous ne mangeons pas pour le plaisir, mais pour survivre. C'est la raison principale de manger. Et c'était comme si notre corps, voulant que nous mangions, nous donne du plaisir à manger pour que nous continuions à manger régulièrement et ainsi avoir la vie. Et de la même manière, oui, les rapports sexuels donnent du plaisir, mais ils ne sont pas là. Le pouvoir n'est pas mis là pour le plaisir, il est là pour la reproduction de l'espèce humaine. Et le plaisir est accidentel, c'est-à-dire aide à ce que l'organisme répète l'action suffisamment souvent pour que l'espèce puisse demeurer sur la planète. Alors voilà pourquoi il y a un plaisir, c'est pour que l'être continue à agir, à se reproduire pour que l'espèce demeure. Alors le but de la sexualité, c'est la reproduction. Et oui, il y a plaisir, c'est pour encourager la reproduction. Tout comme l'ingestion, c'est pour se tenir en vie, et le plaisir de manger, c'est pour continuer à survivre, c'est pour encourager l'ingestion. Alors, les capacités peuvent avoir plusieurs buts. Manger est pour se nourrir, non, pardon. Là, on est rendu au numéro 11. Les personnes diffèrent des animaux car elles peuvent choisir librement d'utiliser leurs capacités d'une manière déficiente. Et voilà où on entre dans la moralité. Les animaux ne peuvent pas vraiment être responsables de leurs actions comme le sont les humains. Les animaux peuvent être bons ou mauvais dans la mesure où ils peuvent être en mauvaise santé ou avoir un problème au niveau du développement. On pourrait dire ça, c'est un mauvais écureuil parce qu'il refuse d'aller chercher ses noix. Et donc, on pourrait dire cet écureuil est mauvais et il n'agit pas en écureuil normal. Mais on ne peut pas dire un mauvais dans le sens, un mauvais écureuil dans le sens qu'il commet un acte mauvais. Ça, c'est l'humain qui peut choisir de commettre un acte mauvais. Et voici des exemples d'actes mauvais de la part d'êtres humains. C'est quand ils utilisent leur capacité, donc de langage, par exemple, de façon à contredire le but de leur capacité. Alors, par exemple, les personnes diffèrent des animaux car elles peuvent choisir librement d'utiliser leur capacité d'une manière déficiente ou incompatible avec le but de cette capacité. Si quelqu'un utilise sa capacité de parler, dont l'objectif est de communiquer des informations, de manière à fournir des fausses informations dans l'intention de tromper, il ment. Donc, on est censé utiliser sa faculté, sa capacité de parler, de langage pour communiquer des vérités. Et si, ce faisant, en communiquant, nous choisissons d'agir contre cette finalité en disant des faussetés,
Mais là, on va contre, je dirais, la structure même de cette capacité, du but même de cette capacité, et donc nous commettons un péché. Ça va contre les règles. Le pouvoir de parler a une finalité, un but, c'est de communiquer des vérités. Et si on dit des mensonges, si on dit des faussetés par exprès, c'est comme si on contredisait la capacité même. On utilisait quelque chose, puis on faisait le contraire. C'est ça comme une contradiction. C'est ça le péché. C'est ça, on dirait, le mal. Alors, un autre exemple, c'est manger. Normalement, manger, c'est pour se nourrir. Mais si on mange toujours de la malbouffe qui n'est pas nourrissante, ben c'est nocif, c'est mal. On appelle ça la gourmandise. On ne mange que pour le goût et non pour l'essentiel de manger, c'est-à-dire nous garder vivants. Donc, c'est la gourmandise. Donc, à chaque fois qu'on contredit par l'acte lui-même le but de l'acte, le but de la capacité, je veux manger, je veux parler. Donc, quand on contredit dans le fait même ce pourquoi notre faculté existe, on peut dire qu'on pêche, on commet le mal. Quand on dit des faussetés, quand on est censé communiquer, ben, c'est ce qu'on appelle mensonge. Quand on mange des cochonneries, quand c'est censé nous nourrir, c'est la gourmandise. Alors, il faut se souvenir maintenant, toutes les actions volontaires d'un être humain sont la responsabilité non juste de l'organe qui le fait. C'est pas la bouche qui commet la faute quand on mange des cochonneries ou quand on ment. C'est l'être en entier qui fait quelque chose de mauvais. Alors, encore une fois, un boxeur ne dit pas « mon poing a frappé quelqu'un », c'est « je l'ai frappé ». Alors, pour la personne humaine, le bon ou le mauvais usage d'une capacité s'applique à la personne tout entière. Il est donc bon pour la personne au complet d'agir selon le but de ses capacités. Alors, j'agis, si je parle, je dis la vérité. Si je mange des choses nutritives. C'est bon non seulement pour l'organe qui fait l'action, mais pour l'humain en entier. En passant, c'est pour ça qu'on appelle, on aime les gens intègres, c'est-à-dire qu'ils agissent comme un tout intégré. C'est comme ils agissent selon ce qu'ils sont. Ils n'agissent pas en contradiction avec ce qu'ils sont. On parle de gens intègres. Ils sont intégrés. Chaque chose qu'ils font s'inscrit dans un tout, s'intègre dans un tout. Une personne intègre. Alors, numéro 12. Maintenant, nous avons montré qu'une personne sera moralement mauvaise si dans l'utilisation d'une capacité de parler, capacité de manger, elle choisit d'agir contrairement au but ou à la finalité de cette capacité. Donc, je choisis de parler, mais là, je choisis de contredire le but de parler, qui est de communiquer des vérités. Donc, je commets une faute, ou je veux manger, mais je choisis ensuite de vomir tout de suite après. Bien là, ça, c'est une faute parce que le but de manger, c'est de se nourrir, puis ensuite, on choisit délibérément de subvertir le but d'une capacité. Alors, moi, je dis que c'est la même chose pour la capacité de se reproduire. Si un homme use de sa capacité sexuelle, mais que l'acte lui-même, lorsqu'il utilise sa capacité sexuelle, empêche toute possibilité de faire un enfant.
Donc, s'il a des rapports sexuels avec un autre homme, un homme avec un autre homme. Donc, aucune chance de faire un enfant par ce moyen. Je dis qu'il agit mal parce que, comme la personne qui mange juste de la malbouffe et ça ne donnera aucune nutrition, la personne qui a des rapports sexuels vides avec un homme et qui ne donne aucun enfant, qui n'a aucune chance de donner d'enfant, pêche de la même manière, commet une faute de la même manière. Dans l'acte même de sexualité, il contredit l'acte. Il frustre toute possibilité de reproduction dans l'acte même sexuel. Voyons plus en détail pourquoi. Alors là, je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais parfois il faut se rappeler de choses fondamentales quant à la sexualité. Alors là, je vais vous donner un petit cours d'éducation sexuelle rudimentaire. Alors, à quoi sert le pénis? Deux buts. Excrétoire et reproductif. Alors, excrétoire, ça veut dire uriner. Là. Le pénis urine parfois, et parfois, c'est pour procréer. Il a deux fonctions. Certains diront plutôt que, encore une fois, que c'est pour le plaisir, c'est pour donner du plaisir, ça, cet organe-là. Encore une fois, c'est comme la bouche, pour manger. Oui, ça donne du plaisir, manger, mais ce n'est pas la raison pour manger. La raison que nous mangeons, c'est pour nous tenir en vie. Tout comme la sexualité, la raison d'être, c'est pour se reproduire et tenir en vie l'espèce humaine. Et si ça donne du plaisir, c'est pour encourager ce comportement-là pour que l'espèce humaine perdure au fil des siècles. Alors, il existe un organe avec lequel le pénis interagit pour accomplir sa finalité reproductive. Et quel est cet organe? Bien sûr, c'est l'organe féminin, le vagin. Alors, ces deux-là, ensemble, travaillent ensemble parfaitement comme une clé, une serrure, pour accomplir l'acte sexuel qui mène à la reproduction. Alors, c'est comme ça qu'on utilise un pénis pour sa finalité reproductive. Et donc, quand on fait cela, on utilise l'organe de la bonne manière, on pourrait dire que la personne agit selon sa forme, agit selon sa finalité, son but, qui est inscrit dans la forme même de son être. Et lorsqu'on fait le contraire, lorsqu'on se sert de son pouvoir ou sa capacité reproductive, mais en la frustrant, parce que le conjoint est un autre mâle, mais là, on dit qu'on commet une faute, on contredit l'idée même de reproduction. C'est comme, encore une fois, la personne qui se sert de langage pour dire des mensonges. Donc, comme une personne qui se sert de sa bouche pour manger, mais il mange de la malbouffe, des cochonneries qui ne donnent pas aucune nutrition à son corps, et donc il commet la faute de la gourmandise. Il ne mange que pour le plaisir. Ou la personne qui ne parle que pour parler. Ou la personne, donc, qui a des rapports sexuels seulement pour le plaisir et non pour leur finalité. Et donc, c'est une forme de péché. Alors, donc, les actes homosexuels sont mauvais car le pénis, dans le cas des hommes homosexuels, est utilisé sexuellement, mais d'une manière qui va à l'encontre de son objectif de reproduction. Et vous ne pouvez pas dire, et là ça revient à une des affirmations que nous avons faites, vous ne pouvez pas dire, c'est contre nature pour mon pénis de faire cela, mais pas pour moi, c'est naturel pour moi.
ne peut pas dire ça, parce que dans un organisme vivant, les organes travaillent pour le tout. Et si un organe fait quelque chose qui est bon, et c'est un acte volontaire, c'est bon pour le tout. Et quand un organe fait quelque chose de mauvais, et c'est un acte volontaire, c'est mauvais pour le tout. Alors là, c'est un acte de reproduction volontaire de la part de l'homosexuel, et cet acte est mauvais parce qu'il frustre la raison même de cet acte, et donc, c'est mauvais non seulement pour le pénis, c'est mauvais pour le tout, pour lui. Par conséquent, la sodomie ou la frustration de la faculté sexuelle lors de son utilisation même est mauvaise pour l'humain qui s'y adonne. Et voilà, c'est l'argument qui est plus ou moins complet à ce moment-ci. Alors, là, il y a des objections diverses qu'on pourrait passer en revue. Les gens vont avoir toutes sortes d'objections. La première, ce serait quelque chose du genre, mais là, je ne comprends pas. Par exemple, si quelqu'un vous mettait un fusil à la tempe et vous disait « Commettez un acte de sodomie, sinon je vous tire une balle dans la tête. » Ne serait-il pas bien de faire ce qu'il commande? Donc, ne serait-il pas bien pour moi, dans cette circonstance-là, de commettre un acte de sodomie pour me sauver la vie? Alors, la réponse est non. Parce que là, il faut vraiment se rappeler qu'est-ce qu'on veut dire par bon et mauvais. Bon, c'est d'agir selon notre nature. Et mauvais, c'est d'agir contre notre nature. Alors, par bon, nous ne voulons pas dire ce qui nous permettra de survivre, mais plutôt ce qui serait en conformité avec ce que nous sommes ou avec notre nature. Alors, parfois, l'accomplissement d'une bonne action en ce sens peut mener à la mort. Et c'est ce qu'on voit quand des gens intègres refusent de plier devant des menaces et ensuite se font tuer. Et donc l'exemple, en ce mois du Sacré-Cœur de Jésus, l'exemple ultime, c'est quelqu'un du nom de Jésus-Christ qui, au lieu de se compromettre, au lieu de mentir ou de dire « Ben non, je ne suis pas Dieu, je suis juste un prophète, laissez-moi aller », ce qui lui aurait permis de vivre une plus longue vie. Non, il a affirmé sa divinité et à cause de cela, on l'a fait crucifier à l'âge de 33 ans. Donc, une personne qui fait le bien constamment, qui agit selon ce qu'il est. Alors, Jésus-Christ a agi en tant que Dieu jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a été tué. Et parfois, dans cet exemple un peu loufoque d'une personne qui dit « Fais cet acte contre nature, sinon je vous tue », dans ce cas-là, cette personne-là, si elle est intègre, va dire non, je ne ferai pas cet acte-là, parce que ce n'est pas la vie, une longue vie que je cherche à être bon. Et être bon, ça veut dire agir selon ma nature. Encore une fois, il faut avoir accepté le fait que les normes viennent des formes. Alors, si j'ai une forme d'être humain, j'ai certaines capacités, ces capacités ont des finalités, des raisons d'être. Et donc, si j'agis contre la raison d'être d'une capacité, c'est moi qui fais le mal. Et si je fais le mal, c'est mauvais pour moi au complet, dans mon tout, parce que je suis responsable de l'acte. Et donc, si on veut être bon, on ne commet pas le mal en aucune circonstance, même si ça veut dire on va mourir. Donc, voilà, c'est pas que je fais tout pour survivre. Non, ça, ce sont les lâches qui font cela. Les lâches vont se compromettre constamment pour le gain, pour survivre. Mais ils sont des personnes vicieuses, brisées. Elles ne sont pas intègres, elles sont lâches. Alors, prochaine objection, mais c'est totalement contre-intuitif. N'est-ce pas que faire le bien
nous permet de survivre. Alors, encore une fois, pas nécessairement. Parfois, et je dirais dans des situations normales, oui, faire le bien nous donne la prospérité, nous permet d'éviter toutes sortes de problèmes, de malentendus, parce que souvent les menteurs vont finir par se faire prendre, etc., etc. Donc, une vie intègre et bonne, normalement, mène à la prospérité et à la survie de l'individu et du peuple, je dirais moral. Mais parfois, l'intégrité, la morale mène au sacrifice de soi-même. Donc, un bon soldat va sauter sur cette grenade et se faire éclater. Et ce sera lui qui sera mort et non ses collègues peut-être moins braves que lui, moins dévoués que lui. Donc, souvent, je dirais, l'intégrité morale mène à une vie plus courte et parfois plus difficile psychologiquement. Une autre objection, c'est qu'on va parler des animaux gays. On va dire, bon là, vous parlez de loi naturelle, mais là, dans la nature, il y a des animaux gays. Alors, pourquoi qu'il n'y aurait pas des humains gays? Alors là, c'est complètement ne pas comprendre ce qu'on veut dire par le mot nature. Le mot nature ne veut pas dire tout ce qui se passe dans la nature. Le mot nature veut dire la forme, l'essence de l'objet sous étude. Alors, si on parle d'un être humain, c'est l'essence ou la nature d'un être humain, pas ce que les humains font, parce que les humains font toutes sortes de choses, mauvaises et bonnes, et entre les deux. Et les animaux de même. Alors, il va y avoir des lapins qui, pour des raisons X, vont faire des choses absolument stupides pour un lapin et ils vont se faire tuer. Ça ne veut pas dire que c'est un comportement louable pour un lapin. Il y a des lapins niaiseux, des lapins à demi-fous, des lapins déformés, qui ont des problèmes génétiques, etc. Donc, on pourrait dire que ces animaux qu'on voit dans la nature, qui se comportent homosexuellement, ils peuvent avoir aussi des défectuosités génétiques, des problèmes de gènes ou autres qui font en sorte qu'ils aient ce comportement. Alors, les homosexuels ne sont-ils pas nés comme ça? Voilà une autre objection. Puis encore une fois, on reprend l'argument des animaux gays. Le fait d'être né avec quelque chose ne veut pas dire que cette chose est naturelle au sens strict du terme. Ça veut peut-être dire qu'on est déformé génétiquement. Donc, par exemple, un alcoolique, on parle de l'alcoolisme comme étant quelque chose possiblement génétique. On ne dit pas, pour les alcooliques nés comme cela, il est acceptable pour eux de boire constamment, tous les soirs. Là. Non, c'est quand même un comportement mauvais qui tue la raison, le cerveau, et donc à condamner, même pour les gens qui sont nés comme ça avec l'alcoolisme. Mais c'est vrai que les alcooliques vont avoir un défi de plus à résister à boire. Alors, de la même manière, les homosexuels, s'ils sont vraiment nés comme cela, et ce j'en doute parce qu'il y a des études de jumeaux identiques qui semblent démontrer qu'il n'y a aucune corrélation entre l'homosexualité d'un jumeau avec son frère identique ou sa sœur identique. Mais laissons ça de côté. Même si c'était génétique, on pourrait simplement dire « pauvre de lui », cette personne est née avec des attirances envers le même sexe, donc ça sera plus difficile pour elle de résister, d'agir selon ses désirs homosexuels. Alors, il faut l'aider. Il existera peut-être des thérapies, même des thérapies géniques, qui sait. Mais ça ne veut pas dire que c'est naturel pour autant qu'une personne soit née avec cette condition. Juste comme les pieds beaux,
La trisomie, est-ce qu'on dit « Ah, c'est naturel, donc c'est bon » ? Non. On peut parler, dans le cas de la trisomie, d'une maladie de l'intelligence, une maladie génétique de l'intelligence. La Fondation Jérôme Lejeune cherche comment guérir cette maladie. Et le grand professeur Jérôme Lejeune disait que c'était une maladie de l'intelligence. Donc, ce n'est pas d'atteindre à la dignité d'une personne de dire qu'elle est née avec une défectuosité génétique. C'est simplement affirmer que, regardez, la personne normale a des capacités qu'elle doit utiliser d'une certaine manière, et ces personnes-là sont nées avec le désir d'agir contre leur nature humaine. Alors, il faut les prendre en pitié, il faut les aider, et donc, pour les trisomiques, il faut trouver une thérapie pour leur trisomie. Pour les alcooliques, il faut trouver une thérapie, une façon d'aider leur alcoolisme. Et donc, pour les homosexuels, c'est la même chose. Même s'ils sont nés avec, il faut trouver un moyen de guérir, si on peut, ou d'atténuer leurs attraits envers le même sexe, pour leur permettre de vivre une vie digne d'un humain, normale, morale, droite. Alors, un argument final contre l'argument que je viens de présenter pour la malice morale de l'homosexualité, c'est comment alors justifier les actes sexuels en deux personnes stériles de sexe opposé, par exemple des vieillards, et souvent on a même des mariages entre vieillards. Mais alors, si les vieillards qui sont stériles, qui n'auront jamais d'enfants, ont le droit de se marier, pourquoi est-ce que les homosexuels, eux, n'auraient pas le droit de se marier? Alors voilà l'argument. Alors, mais il faut se souvenir, encore une fois, qu'un acte est mauvais pour au moins deux raisons. Soit qu'il est mauvais en soi, et ça on l'a vu, quand on agit de telle manière à contredire la raison d'être du pouvoir qu'on met en branle. Donc, on parle, mais pour dire des faussetés, ce qui contredit la raison d'être de parler, ou quand on mange, mais sans vouloir se nourrir, alors ça, c'est une faute. Et donc, ça, c'est une manière de pécher, si on veut, de commettre des fautes. Quand on agit de telle manière à contredire la finalité de la capacité ou du pouvoir qu'on met en marche. Mais on peut aussi pécher par une mauvaise intention. Alors, je peux faire une chose qui est bonne en soi, mais avoir une mauvaise intention derrière. Je peux dire, peut-être que je donne un verre d'eau à quelqu'un, non pour lui donner de l'eau et la rassasier, mais pour lui donner de l'eau pour qu'elle doive ensuite aller aux toilettes parce que je veux qu'elle parte, je veux qu'elle sorte de la pièce. Je ne l'aime pas. Alors, c'est comme une mauvaise intention derrière un geste anodin et même charitable en soi. Donc, parfois, on peut pécher par mauvaise intention ou en commettant un acte mauvais en soi. Mais les personnes stériles, qui se marient, alors soit des personnes stériles jeunes, mais stériles, ou des personnes âgées qui se marient et qui vont avoir des rapports sexuels non reproductifs, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais d'enfants, je ne vois pas en quoi leurs actes sont mauvais. L'acte sexuel qu'ils font, les actes sexuels qu'ils vont faire, ne sont pas mauvais en soi. Ils utilisent les organes de la bonne manière, et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et aussi leur intention est bonne. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils se sont mariés parce qu'ils étaient stériles. Ils se sont mariés parce qu'ils s'aimaient. Mais ça a fini par être qu'ils étaient stériles et donc ils n'auront jamais d'enfants. Mais ce n'est pas leur intention d'être stériles. Alors, l'intention est bonne, l'acte est bon en soi, alors où est le problème? Tandis que les homosexuels, l'intention peut être bonne. Ils peuvent vouloir avoir des enfants, les deux homosexuels qui se marient,
Ils peuvent avoir l'idée de fonder une famille. Alors, ils peuvent avoir de bonnes intentions. Donnons-leur cela. Mais l'acte en soi, comme nous l'avons analysé plus haut, est mauvais. Et l'acte par un organe qui a des finalités, quand on contredit les finalités de l'organe dans l'acte lui-même, c'est mauvais, non seulement pour l'organe, mais pour l'humain au complet. C'est ça qu'on voulait démontrer. Et donc, voilà pourquoi des personnes stériles hétérosexuelles qui se marient, c'est acceptable, tandis que les personnes homosexuelles qui se marient n'est pas acceptable. Alors finalement, ce que il arrive trop souvent, c'est que les gens, en écoutant ce type d'argument que je vous ai donné aujourd'hui, ils vont dire, ben là, finalement, il n'existe pas de nature, de forme ou d'essence. Tout ça, c'est de la foutaise. Puis donc, il n'y a jamais de normes pour les comportements, puisqu'il n'y a pas de forme, d'essence ou de nature humaine. C'est des inventions de l'intelligence, ces formes, ces natures humaines. Il n'y a pas de nature humaine. C'est tout de l'imagination, c'est toutes des choses imposées sur les gens durant le Moyen Âge, et nous nous sommes affranchis de ces idées-là, justement avec René Descartes et plus tard, et donc c'est la modernité, et nous en sommes fiers d'avoir abandonné cette notion de forme, d'essence ou de nature humaine. Alors, et ensuite, ils vont dire, ben, nous ne sommes que des molécules. On est des molécules, puis c'est tout. On n'a pas de forme, là, on est juste des tas de matière. Alors là, il faut répondre, attention à ce que vous dites, parce que là, si vous tirez les conclusions qui s'imposent de ce que vous venez de dire, là, vous allez vous trouver dans un endroit où vous ne voudrez pas être nécessairement. Vous allez finir par nier non seulement la nature humaine, mais la raison elle-même et la morale elle-même. Et c'est ça que vous voulez. Alors si oui, ben là vous êtes dans le délire complet, dans le nihilisme complet, et ben, bye-bye. On ne peut plus vraiment dialoguer. On ne peut plus communiquer avec quelqu'un de mauvaise foi, c'est-à-dire qui ne croit pas à l'argumentaire, qui ne croit pas à la raison. À ce moment-là, ben, pourquoi discuter avec quelqu'un? Sortons notre fusil. Alors, si nous sommes que des molécules, c'est ça que j'écris ici, nous n'avons alors aucune raison de différencier un tas de molécules, un humain, d'un autre tas de molécules, un arbre. Il ne suffit pas de dire que l'humain diffère de l'arbre car ce dernier a une composition chimique différente, car à quoi référerions-nous quand nous parlons de l'arbre? C'est-à-dire que les gens disent, ben, c'est deux choses différentes. Mais pourquoi? Vous venez de dire que c'est des molécules. Oui, mais l'agencement de molécules est différent. Ah, ben là, vous venez de parler de la forme. La forme est différente, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme. L'arbre a une forme, l'humain a une forme. Alors, on va avoir tendance à nier les formes, puis ensuite, lorsque c'est fait, on dit, OK, c'est nié. Bon, là, on s'en sert encore. On n'a pas le droit. Si on nie la forme, on n'a plus le droit de s'en servir après, plus tard dans l'argumentation. Alors, et s'il n'y a pas de différence entre un humain et un autre, ou un humain puis un arbre, pouvons-nous vraiment avoir une morale quelconque? Si tout est matière, tas de matière, alors comment vraiment avoir une morale? On a le droit de tuer un arbre, mais pas un humain? Ou pourquoi? C'est arbitraire? Pouvons-nous même avoir la science si on n'a pas le droit de discriminer entre un arbre, un tas de matière et un autre? C'est juste des molécules. Comment même identifier les choses? Ou s'accorder? Ou dire vraiment, ça c'est une tasse, ça c'est un verre, si on n'a pas de notion de forme qu'on distingue de la matière. C'est absolument nécessaire pour même parler, pour se comprendre, d'avoir cette notion de forme. Et si ces choses-là ont des formes,
l'humain, bien sûr, aura aussi une forme, et cette forme implique une norme également, tout comme elle implique une norme pour le verre ou pour toute autre chose, les triangles que j'ai dessinés. Dès qu'on comprend qu'une chose a une forme, c'est tout différent, mais il y a une chose en commun, c'est la forme du triangle. Puis là, on peut dire, mes triangles ne sont pas très bons. Mais ils sont quand même des triangles, mais pas très bons. Alors, pour qu'on puisse parler et se comprendre, il faut absolument avoir cette notion de forme, d'essence. Sinon, la raison disparaît, la morale disparaît, on ne peut plus distinguer entre les choses, ou on n'a plus de justification pour distinguer les choses, et donc on tombe dans le nihilisme, le néant complet. Et donc, tout dialogue est impossible, et ce n'est que la violence et la guerre, soit cachée, donc la violence cachée par les mots, par la politesse, mais hypocrite, ou bien la guerre tout court, alors les fusils et les canons et les bombes. Mais moi, je ne suis pas de ce côté-là de la force brute ou la force déguisée et hypocrite. Moi, je suis du côté de la liberté et de la vérité. Et donc, si vous voulez être de ce côté-là, résister à cette tentation de nier l'existence des natures, des essences ou des formes, et accepter que si on peut définir quelque chose, identifier quelque chose, compter des choses, on peut compter les humains. Qu'est-ce qui nous donne cette capacité de compter des humains quand les humains sont très différents les uns des autres? C'est parce qu'ils ont chacun une nature identique, humaine. Et donc, ne niez pas l'existence de nature. Mais lorsque vous affirmez l'existence des natures, vous allez finir par donc accepter qu'il y a des normes rattachées à cette nature-là. Et lorsqu'on a des normes, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a des lois. On ne peut pas tout faire. Alors, pour bien faire, pour être un bon être humain, mâle, il faut agir avec ses organes reproductifs d'une certaine manière. Si on veut s'en servir, c'est avec une femme qu'on s'en sert. Sinon, on commet le mal. Et donc, conclusion, les actes homosexuels sont mauvais car contre nature. Et leur acceptation, si on s'entête à accepter cela, c'est qu'on a nié la morale et la raison. Alors, si vous voulez être dans un monde qui accepte le LGBT, qui embrasse la diversité, etc., vous allez être dans un monde nihiliste qui rejette la morale et la science. C'est votre choix. Alors, je veux remercier tous ceux qui appuient Campagne Québec Vie dans notre travail d'évangélisation, notre travail pro-vie, pro-famille et pro-Dieu. Vous venez d'écouter une émission pro-vie qui a pour but de rassembler les personnes de bonne volonté et les chrétiens pour construire une société chrétienne au Québec et au Canada et dans le monde qui protège la foi, la famille et la vie, de la conception à la mort naturelle. On veut à chaque jour, c'est-à-dire les mardis, mercredis et jeudis, à chaque semaine, vous offrir des outils qui peuvent être de toutes sortes, des outils philosophiques, comme aujourd'hui, des outils spirituels parfois, ça peut être des nouvelles, ça peut être des appels à l'action. Mais chaque jour, j'aimerais vous donner quelque chose qui vous sera utile pour vivre votre vie en tant que personne de bonne volonté, qui croit en la morale, qui croit en la vérité et qui veut que sa société soit bonne, que sa famille soit contente, que sa nation soit prospère. Alors, si vous voulez ces choses-là, je vais vous donner des choses à chaque jour qui vous seront utiles. Alors, j'espère pouvoir le faire avec la grâce de Dieu. Alors, merci d'avoir écouté. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.